Rebonjour à tous. On va continuer notre après-midi avec les deux tables rondes et notamment donc, la première donc, sur les projets de dépistage des hépatites virales au plus près des usagers en 2024 et donc en 2025 puisque c'est déjà demain. Et donc on a la chance de pouvoir avoir 4 intervenants, donc une table ronde très féminine pour pouvoir nous parler du dépistage des hépatites virales. Et donc, je vous propose d'avoir l'ensemble des interventions. Et après, on se réunira sur la scène pour une petite discussion, pour répondre aussi à vos questions, discuter, bavarder avec vous sur cette thématique-là. Voilà. Donc, on va commencer avec Sandrine François, qui est attachée de recherche clinique que vous avez vu déjà ce matin au CHU de Limoges, qui va nous parler un peu plus en détail du projet Scanvir. À toi. Bonjour, donc Sandrine François, hein, vous m'avez déjà vu ce matin. Je suis désolée, je reviens. Voilà, et donc au nom de toute l'équipe Scanvir, je vais vous présenter donc notre projet, donc l'expérience Scanvir. Donc c'est un outil pour l'élimination de l'hépatite C chez les personnes à risque et éloignées du soin. Donc les objectifs, c'est vraiment de dépister, de traiter et de prévenir les réinfections. Donc, 3 conditions sont essentielles, hein. Donc, l'objectif de l'OMS, c'est l'élimination du VHC en 2030. Mais dépister sans traiter n'a absolument aucun sens. Mais qui et où, comment et avec quel traitement? Donc, on a la chance. Donc, les études épidémiologiques nous ont nous ont identifié les populations à risque, dont nous savons exactement où nous devons nous déplacer. Nous avons maintenant à disposition des nouvelles méthodes de diagnostic, donc bien les TROD, hein, qui existent déjà depuis de nombreuses années, mais donc le GeneXpert que je vous ai montré ce matin pour la charge virale hépatite C, et également donc le FibroScan maintenant qui existe en version portable. Bien sûr, alors ce qui est vraiment aussi essentiel, c'est les nouveaux traitements, donc les antiviraux à action directe, qui ont une efficacité quand même remarquable, proche de 99%, dont la prescription a été nettement simplifiée, avec de très rares effets secondaires et très peu de contre-indications. Donc, ils sont tout à fait adaptés au terrain. Donc, le projet Scanvir est né d'une collaboration, et ça, monsieur le maire l'a expliqué un petit peu ce matin, j'ai cru comprendre, entre les hépatologues et les addictologues, et notamment le XAPA de Bobillot, et également des expériences préliminaires au CARUT de Limoges, et je salue ici la présence de EDS. Merci. Donc, Scanvir, c'est un concept multidisciplinaire. C'est une action coordonnée de plusieurs acteurs, donc des pathologues, d'addictologues, mais de psychologues, des travailleurs sociaux, des éducateurs, des associations et souvent d'infirmières dédiées. C'est un travail d'équipe, donc c'est moi qui vous présente ce travail, mais je ne suis pas seule à l'effectuer. Et donc vous voyez ici en photo le docteur de Bette-Gratien, le professeur Ustorati, les infirmières de notre service, donc Laurence, Vanessa et Nathalie, et le professeur Sophie Alain qui s'occupe de la partie gestion du GeneXpert. Donc Scanvir a démarré en 2017 en Haute-Vienne, en Corrèze, en Creuse et en Dordogne, et a été élargi avec les études du CHU de Bordeaux, les équipes du CHU de Bordeaux, et du CEID, le CHU de Poitiers et le CEID de Bordeaux. Donc en Charente-Maritime, Poitou-Charentes, Gironde et Landes. En 2018, donc, nous avons eu la mise en service de notre FibroScan et en 2019, le GeneXpert. Alors, je tiens à préciser que le projet Scanvir, c'est un projet double. C'est du soin courant, mais aussi de la recherche clinique et c'est déclaré en tant que tel. Donc, le concept est assez simple, toutefois. Donc, nous allons vers et nous proposons du hall inclusif. Donc, sur une seule journée, nous proposons à la personne un entretien individuel, bilan addicto, social, administratif si besoin, plus la réduction des risques en collaboration avec les équipes des structures, un dépistage rapide donc par TROD, VHC, mais bien sûr aussi VHB, VIH, le dépistage de la fibrose avec le FibroScan portable et une évaluation des comorbidités. Et si le TROD VHC est positif, une PCR avec le GeneXpert et une prescription immédiate en cas de réplication virale. Les structures que nous visitons sont des CARUT, des XAPA, mais maintenant des centres d'action sociale, des CUID et surtout des maisons d'arrêt, des centres de détention et tout dernièrement des maisons de santé. Donc en fait, nous touchons un public quand même assez large. Et je soulignerai le rôle primordial, vraiment primordial, des structures en amont des journées, sans qui rien de tout cela ne pourrait se faire. Donc je vous présente des résultats. Alors, il n'y aura pas tous les résultats, mais bon, quand même.
Donc depuis 2017, nous avons effectué 116 journées dans 8 structures différentes et nous avons donc dépisté 920 personnes. Donc vous voyez ici sur la carte, donc Haute-Vienne, Creuse, Corrèze et un site en Dordogne. Fin 2024, début 2025, nous allons nous allons nous déplacer dans des nouvelles structures, et notamment des maisons d'arrêt et des maisons de santé à Tulle et dans un institut qui s'occupe justement de la migration, je pense que ça a été cité ce matin, pour faire du dépistage. Donc sur les 920 personnes dépistées, c'était majoritairement des hommes, avec une médiane d'âge de 46 ans. L'acceptation du FibroScan est absolument excellente et primordiale pour la prise en charge. Alors l'acceptation des TROD est moins bonne, mais ne vous y trompez pas, c'est que parfois des personnes arrivent avec des résultats, donc le TROD n'est pas forcément refait. Concernant donc les résultats du VIH, nous avions 1,3% d'anticorps VIH positifs, mais ce sont des gens qui avaient un statut connu, donc ils étaient déjà au courant de leur infection. Et pour le VHB, de 3%. Alors si on se focus sur le VHC, nous avions quand même 22,9% des personnes anticorps VHC positifs. C'est énorme. Alors c'est moins qu'avant, parce que les chiffres que nous avions calculés en 2021, nous faisons des calculs régulièrement, puisque ce sont des données que je rappelle, c'est un projet de recherche, nous étions à plus de 30%, donc ça a diminué. Et nous sommes en accord, du coup, avec l'étude Coquelicot. La détection de l'ARN VHC avec le GeneXpert nous a montré 54% de personnes réplicatives, ce qui nous a amené à 114 personnes à traiter. Au niveau des consommations, alors je tiens juste à préciser que c'est du déclaratif, bien sûr, puisque nous avons un petit questionnaire au moment de l'entretien préliminaire, avec l'alcool, qui est quand même très, très important, 66%, le tabac, le cannabis. Nous avons toujours donc 11% d'injecteurs actifs et 22% d'utilisateurs, de sniff users, et quand même 30% de sous-traitement de substitution aux opiacés, donc c'est plutôt pas mal. Alors, à savoir que les injecteurs actifs étaient aussi plus importants dans nos calculs de 2021 et que nous demandons également l'utilisation, le passé d'injecteurs, et nous sommes à peu près à 30%. L'évaluation de la fibrose avec le FibroScan, c'est pareil, ça corrobore des résultats qui nous ont été annoncés aussi ce matin. Nous sommes à presque 20% de personnes avec des fibroses avancées. Donc c'est énorme. Et parmi ces 20%, 50% ont des fibroses sévères. Donc ces personnes-là, on essaye de les remettre dans le parcours de soins. Il y a au moins des prescriptions qui sont faites au moment de ce mini-entretien consultation avec les pathologues. Et on essaye vraiment de les reprendre en charge et de les refaire entrer dans le parcours. Depuis peu, nous avons la possibilité de mesurer la stéatose. Donc là, les chiffres sont uniquement sur 234 patients, mais nous avons quand même 18% de stéatose massive. Donc le traitement de l'hépatite C, bien sûr, donc c'est 114 patients que nous avons détectés avec de l'ARN réplicatif. Nous avons pu en traiter 93, donc nous avons un taux de réussite, on va dire, de 82%. Et donc, encore une fois, c'est une seule unité de temps, je le rappelle, une équipe multidisciplinaire, le diagnostic rapide lié au GeneXpert et le FibroScan qui a un rôle éducatif. Tout ceci nous amène à ce 82% et c'est primordial. On ne peut pas enlever une case de ce schéma. Alors les causes de non-traitement, c'est des fois des décès, des perdus de vue. On a quand même des refus, parce que je pense que ce sont des patients qui ont peut-être été traités ou qui ont entendu dire que dans le temps il y avait de l'interféron et que dans le temps c'était compliqué. Donc ils ne veulent toujours pas se remettre dans le circuit de la guérison. Et nous avions eu 2 réinfections et 10 traitements qui n'ont pas débuté encore pour diverses raisons. Alors c'est un projet de recherche. Et nous aimons communiquer, nous voulons montrer nos résultats, nous voulons montrer que ça peut fonctionner. Donc nous sommes assez actifs tout de même, je dirais, avec différentes façons de communiquer, des vidéos, des publications à l'international, des présentations orales dans des congrès, que ce soit des pathos ou de virologie, et des posters, le dernier en date à San Diego, à la SLD. Depuis 2022, Scanvir est un projet de groupement de coopération sanitaire. Alors, ça ne dira peut-être pas grand-chose à personne. Pour autant, ça veut dire que nous allons travailler ensemble avec le CUD de Poitiers et le CHU... je ne vais pas y arriver. Le CUD de Bordeaux et le CHU de Poitiers.
Donc nous échangeons sur nos pratiques, nous essayons d'harmoniser et nous allons regrouper nos résultats et nous allons envoyer un poster à l'ISOL d'ailleurs pour 2025. Et enfin, je dirais que depuis mars 2024, Scanvir est une marque déposée européenne par le CHU de Limoges. Et ceci nous a amené également à partager l'expérience Scanvir avec des parlementaires du Parlement européen en 2022 et de déposer également ce concept au niveau européen. Donc en conclusion, les points forts, je dirais que voilà, on est plutôt efficace, hein, plus de 80% des personnes traitées. Des personnes reviennent à nos journées Scanvir, puisque nous en faisons plusieurs dans l'année dans chaque structure, hein, à la demande des structures. Donc nous pouvons revoir des personnes avec des facteurs de risque persistants. Nous dépistons bien sûr les autres infections. Nous favorisons le dépistage des maladies chroniques avec l'aide du FibroScan, ce qui nous permet une prise en charge adaptée si nécessaire, en cas de cirrhose notamment. Nous participons bien sûr à la lutte contre les inégalités d'accès aux soins et à la précarité, c'est évident. Un autre aspect aussi qui est très important, c'est que nous participons à la formation des équipes. Elles sont très demandeuses pour avoir des informations sur les pathologies, les prises en charge, comment on peut faire, comment on peut s'organiser pour que les personnes soient vraiment, vraiment bien prises en charge. Nous nous adaptons à chaque structure. On ne va pas dans une maison de santé comme on va dans une maison d'arrêt. Donc on s'adapte, les horaires, le nombre de personnes dans l'équipe, etc., etc. Nous accompagnons bien sûr la lutte contre les addictions, la réduction des risques et la santé sexuelle. Une journée Scanvir, au moment de l'entretien, permet de discuter et de voir, et souvent de prendre conscience que voilà, il y a besoin éventuellement d'une prise en charge addictologique et le relais est fait avec la structure. Et d'ailleurs, nous avons été lauréats du prix Prévention et Addiction grâce à la présentation du docteur David Gratien au dernier congrès Albatros. Enfin, nous avons des actions communes avec le programme de lutte contre le cancer, alors notamment en Corrèze, mais nous allons démarrer la même chose en Haute-Vienne et en Creuse. Donc très rapidement, hein, nous allons nous déployer dans des nouvelles structures. Alors nous allons rajouter à notre questionnaire un questionnaire sur la précarité. Et voilà, effectivement, ce qui a été dit aussi au niveau de Coquelicot, du coup, ça nous conforte un petit peu dans notre idée d'évaluer un petit peu cette précarité. Nous allons retravailler effectivement sur la fibrose et la stéatose. Le dépistage de l'hépatite delta, c'est en attente de TROD, mais pourquoi pas travailler avec des buvards, comme je vous l'ai dit ce matin. Le dépistage de la syphilis est tout à fait envisageable, puisque maintenant les TROD sont commercialisés. Il faut juste que nos équipes soient formées. Nous allons probablement créer une formation Ginexpert nationale, parce que comme on vous l'a montré ce matin, c'est quand même assez primordial pour utiliser ce type de machine. Et nous sommes très impliqués, alors surtout le professeur Lustorati, auprès des instances pour légiférer sur la PCR délocalisée. La pérennité des actions, vous le savez tous, hein, c'est le financement, mais pas que. L'implication, la motivation sont associés, accompagnés, communiquer, tout ça, c'est très important pour pérenniser les actions. Et donc voilà, donc je remercie bien sûr l'ARS Nouvelle-Aquitaine, hein, parce que nous sommes financés quand même en grande partie par cette ARS, le CHU de Limoges et le laboratoire du CHU, et surtout, toutes les structures et les personnes qui nous accueillent, et j'espère que j'ai oublié aucun logo. Mais au-delà de tout ça, ce que je vous ai dit, c'est bien beau, mais ça ne veut peut-être rien dire du tout. Je vous propose d'entendre et de visionner un petit film sur un usager qui a pu profiter des actions Scanvir. Je vous remercie. J'étais dans un environnement familial très mauvais déjà depuis ma naissance. C'était vraiment l'horreur. En moi, j'avais quand même une certaine haine de la vie, quoi. J'étais dans l'Hérault pour la première fois, donc j'avais 18 ans. Et en fait, c'est devenu un gros vice pour moi. 6 mois après, c'est là où je suis parti faire mon sevrage. Et c'est là où j'ai appris que j'avais l'hépatite C. Pour moi, c'était l'horreur. Ça y est, j'étais foutu. Ça m'a dévasté, quoi. L'hépatite C est une maladie virale chronique qui est le plus souvent silencieuse, ce qui peut expliquer qu'on peut garder l'hépatite C pendant de très nombreuses années sans en avoir conscience. Il existe des manifestations, mais celles-ci apparaissent à un stade très évolué quand la maladie est compliquée de cirrhose et de cancer. Au niveau mondial, on estime qu'il y a à peu près 70 millions de personnes qui sont infectées par le virus de l'hépatite C et qu'on pourra estimer à 400 000 le nombre de décès liés au virus de l'hépatite C.
Les usagers de drogue sont aujourd'hui les patients les plus concernés par l'hépatite chronique C. La problématique que l'on a, c'est qu'ils n'ont pas accès ni au dépistage, ni à la prise en charge thérapeutique, parce qu'ils ne fréquentent pas les structures traditionnelles de soins, comme par exemple les milieux hospitaliers. Le mot hôpital fait peur aux gens, surtout aux toxicos. En connaissant les gens du CARUD, petit à petit, j'ai commencé à aller vers eux, à commencer à faire les traitements. Le projet Scanvir est un projet original qui peut être résumé par 2 termes, le all-inclusive et le test and treat. L'objectif, c'est d'amener les professionnels de santé dans les structures fréquentées par les usagers de drogue, des médecins, donc qui sont des hépatologues, des virologues, donc spécialistes de la maladie infectieuse, mais également des addictologues. Il est absolument indispensable d'avoir une prise en charge globale des patients si l'on veut aboutir au test and treat, c'est-à-dire tester les patients dans un délai extrêmement rapide avec la notion de PCR rapide positive pour pouvoir mettre dans la foulée le traitement. Scanvir est un concept qui peut s'extérioriser. Comme l'unité est mobile, nous pouvons réaliser des Scanvir dans toute structure, c'est-à-dire des structures comme les XAPA, les CARUD, les prisons. L'avantage de Scanvir, c'est la mise en place de ce partenariat pluridisciplinaire qui permet de faciliter l'accès aux soins et la prise en charge de l'hépatite C pour les usagers les plus éloignés du soin. Le constat que je fais sur le travail de terrain, on voit que quand on prend en charge donc, les patients et qu'on les traite, on a de moins en moins d'usagers porteurs du virus hépatite C. Donc, le traitement est un outil de réduction des risques. Il faut accompagner donc le dépistage et le travailler sur un modèle motivationnel, c'est-à-dire amener l'usager d'arriver au statut de patient, c'est-à-dire d'accepter de se traiter. Dans une session Scanvir, les patients se voient proposer différents outils de dépistage. Le FibroScan permet de nous dire si le patient a une fibrose sévère ou non sévère. Le TROD est un test rapide d'orientation diagnostique qui permet, à partir d'une goutte de sang, de dépister des anticorps contre un virus. Et si un TROD revient positif, on va avoir recours immédiatement à la PCR rapide qui nous permet d'avoir à peu près en 1 heure la présence ou non de virus dans le sang du patient et dans la foulée, une prise en charge thérapeutique du patient. Le fait qu'on dispose actuellement de traitements extrêmement faciles à utiliser a complètement changé la prise en charge de l'hépatite C. J'ai eu accès à ce traitement-là il y a 3 ans. Déjà, au bout de 3 semaines, j'ai fait une prise de sang pour voir où ça en était. Et ma charge virale avait baissé de moitié. Bonjour docteur. Comment ça va? Ça va bien, merci. Bon, Impec. l'hépatite guérie. C'est surtout ça qui m'a remis dans le droit chemin et me dire que maintenant je tiens à ma santé et garder la santé. Ouais, ce qui est ultra important, c'est d'aller se faire dépister avec un traitement accessible aussi rapidement que ça. On n'a plus le droit de passer à côté. Là, maintenant que je suis soigné, je voudrais retravailler, me refaire une petite vie normale, comme ce que j'ai vu en ce moment, quoi. Ma vie normale, tranquille, et tout va bien. Super, merci beaucoup pour cette belle présentation. On va enchaîner et on en discutera après. Donc, j'appelle du coup Anne-Laure Desarrojo, c'est ça comme ça? Desarrojo, désolé. Donc, elle est la coordinatrice du projet Bordeaux Métropole sans hépatite virale, qui va nous parler de ce merveilleux projet que vous développez déjà depuis plusieurs années. Et vous avez fait de super choses. Donc, on est tout oui de t'écouter. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter le projet de Bordeaux Métropole sans hépatite virale.
Donc, ce projet il s'inscrit dans le cadre de la demande de l'Organisation mondiale de la santé en 2017, que vous connaissez tous, donc éliminer les hépatites virales de la surface du globe d'ici 2030, consécutif à la cascade d'élimination de l'hépatite C qu'ils avaient publié la même année. Et donc, ce projet qui a été repris en France en 2018. Et donc, nous, on s'inscrit dans le cadre des missions du Centre expert hépatite virale Aquitaine. Notre première action, ça a été de penser à qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer la prise en charge des hépatites à Bordeaux et plus globalement en Gironde. Et le Centre expert viral Aquitaine menait déjà des consultations avancées, donc depuis 2004 au CUID Addiction à Bordeaux. Et depuis 2009, une consultation par mois également à la maison d'arrêt de Gradignan. Donc, puisque ces consultations avancées fonctionnaient bien, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse la même chose pour les populations particulières. Et donc, c'est ce qu'on a mis en place. Donc, on l'a appelée la consultation prioritaire. Donc, elle est en place depuis fin 2017 donc, sur le CHU. Elle permet de proposer une prise en charge rapide des patients en situation de précarité et qui sont nouvellement dépistés d'une hépatite virale ou qui ont une hépatite virale qui est déjà connue mais non prise en charge sur le CHU. Cette consultation, elle est assurée tous les mercredis matins par un hépatologue. Donc, en pratique, le parcours de soins, c'est-à-dire on va recevoir une demande d'une structure qui a dépisté un patient, ou alors ça peut être nous qui dépistons également. Et donc, ils vont nous faire la demande sur une adresse mail spécifique où ils vont nous orienter ce patient. Donc, nous, on va s'organiser de toute la coordination du rendez-vous et on va rappeler le patient, l'informer de son rendez-vous. Le jour J, il se présente et il a une consultation médicale avec un hépatologue. Et ensuite, il a un temps d'éducation thérapeutique avec un fibroscan et un bilan sanguin par l'une des 2 infirmières de notre équipe. Et il peut rencontrer, s'il le souhaite, l'association AIDS qui tient une permanence avec nous tous les mercredis matins. Elle va leur proposer une collation, ce qui aide parfois à faire un peu mieux passer l'idée de la prise de sang. Et elle peut proposer des orientations sociales également. Et ensuite, on va programmer un suivi. Donc, ce suivi, il va être dans le droit commun. C'est-à-dire que tous les patients qui ont été vus par l'hépatologue seront revus par ce même hépatologue à 6 mois ou à 1 an. Il faut savoir que le délai de consultation, on s'engage à le fixer dans un délai maximal de 15 jours. Et donc sur une même unité de temps et de lieu finalement, puisque comme pour le projet ScanVir, on voit que c'est ce qui fonctionne. Le patient verra le médecin, aura donc sa consultation, son éducation thérapeutique, avec le fibroscan, le bilan sanguin et éventuellement l'initiation du traitement si on est dans le cas d'une hépatite C. Donc la qualité qui nous est primordiale finalement pour ce projet, c'est l'adaptabilité. Au fur et à mesure des années, on a essayé de se performer. Donc on a fait nos propres convocations avec comment venir en tram, puisque finalement on a des patients précaires donc qui se déplacent essentiellement en transport en commun et non plus la simple adresse du CHU. On a également fait des traductions donc, dans les langues maternelles des patients pour permettre qu'ils comprennent mieux nos indications. Et depuis environ 2 ans, on a aussi un téléphone portable professionnel et on a fait installer par le CHU l'application WhatsApp parce que finalement, on se rendait compte qu'on avait assez peu de contact avec ces patients puisqu'ils ont pour la plupart un téléphone portable mais rarement un accès à un forfait téléphonique actif. Par contre, avec la multiplication des bornes Wi-Fi, ils ont quasiment tous une connexion Internet et c'est ce qui nous permet d'échanger beaucoup plus facilement avec eux. Donc la force de notre projet, c'est le réseau qu'on a réussi à développer depuis fin 2017, donc, avec aujourd'hui plus de 65 structures qui sont partenaires de notre projet. Donc on a essayé de les regrouper en fonction de leur champ d'activité. Donc on va avoir toutes les associations qui travaillent en santé sexuelle, toutes les associations qui accueillent des mineurs non accompagnés, les associations qui travaillent avec un public donc demandeurs d'asile ou sans domicile fixe, bien sûr toutes les PASS de la Gironde et toutes les associations qui vont travailler avec les usagers de drogue. Et la spécificité qu'on a développée sur ce projet, c'est aussi de rencontrer des politiques. Donc d'abord les mairies pour faire de la communication et du dépistage en population générale, parce qu'avec les années, on s'est rendu compte que finalement, les hépatites, ce ne sont pas que les populations précaires. Donc, on insiste vraiment au dépistage de la population générale et ça passe aussi par les mairies. Et on a voulu rencontrer des politiques avec des sénateurs et des députés afin de faire remonter à un niveau national, finalement, des constats que l'on peut avoir sur le terrain.
Donc quelques chiffres. Donc depuis 2018, on a 1117 patients qui ont été orientés pour une hépatite positive donc sur notre consultation prioritaire. Sur ces 1117 patients, on a 998 consultations qui ont été réalisées, 7 patients qui attendent donc leur première consultation donc, sur les mercredis à venir. Et voilà, on a plusieurs patients qui ont été orientés mais qui sont partis avant leur première consultation. Donc au total, ça nous fait quasiment 92,5% des patients qui sont venus à leur consultation. Donc la répartition des patients que l'on reçoit, donc on a bien sûr plus d'hommes que de femmes, donc c'est 831 hommes pour 286 femmes, avec un âge moyen de 34 ans, un écart de 12 ans pour le plus jeune et de 97 ans pour la personne la plus âgée. On a reçu donc des patients de quasiment tous les continents, avec bien sûr une prédominance pour l'Afrique, l'Europe, avec essentiellement quand même l'Europe de l'Est, l'Asie, et on a eu un patient qui venait d'Amérique du Sud. Au total, on a accueilli des patients de 79 nationalités différentes, dont notre top 3. On a la Guinée pour 171 patients, la Géorgie pour 102 patients, et on a quand même la France pour 96 patients. On voit qu'à part donc 2020-2021, avec les années Covid, on est plutôt sur une augmentation quasiment constante de nos demandes d'orientation et de consultations effectuées. Donc en 2024, les chiffres se sont arrêtés donc à la semaine dernière. On verra où est-ce qu'on en sera, mais a priori, on devrait être sur un chiffre plutôt stable. Un petit focus sur l'hépatite B donc, que l'on reçoit sur cette consultation. Donc, depuis 2018, ça représente 857 patients, dont 783 hépatite B simple, 439 co-infections hépatite B, hépatite delta, 35 co-infections avec l'hépatite C. Sur tous ces patients, on a à peu près 20% qui bénéficient d'un traitement pour leur hépatite B, un patient qui est décédé et un patient qui a été greffé de cette hépatite. Pour l'hépatite C, c'est un peu moins, donc à peu près 300 patients qui ont été orientés, dont 259 hépatites C simple et 35 co-infections avec l'hépatite B. En 2024, donc, sur la filière hépatite C, donc, qui comprend la filière de la consultation prioritaire et également la filière patient classique et pathologue pour lequel on s'occupe aussi de l'éducation thérapeutique au traitement. On a reçu 70 patients. On a 6 patients qui sont en attente de traitement et 64 traitements qui ont été initiés. Donc déjà 30 réponses virales soutenues à 12 semaines. On a encore 12 traitements qui sont en cours, 17 traitements qui sont terminés mais en attente du FU12, 4 perdus de vue et un arrêt de traitement. Pour l'hépatite C, la petite spécificité que l'on a, c'est qu'on a accueilli 26 patients précaires cette année et finalement 38 patients, monsieur et madame tout le monde, ce qui rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur la nécessité de dépister tout le monde. On a essayé de développer un peu notre projet en 2021 et en 2022. On a développé CHU sans hépatite virale, donc tout le CHU de Bordeaux. Donc c'est le même principe, tous les patients qui sont nouvellement dépistés ou avec une hépatite connue mais non prise en charge. Donc ça concerne tous les patients et plus seulement les patients précaires. Donc adressage sur le même parcours prioritaire. On a déployé ce projet sur les 3 sites du CHU de Bordeaux et on rencontre au fur et à mesure les différents services pour parler un peu de ce projet et inciter donc au dépistage et à l'orientation des patients, parce que finalement on a aussi reçu des patients où en lisant leur dossier on avait une hépatite qui était mentionnée depuis de nombreuses années mais qui n'avait jamais été orientée. Donc, c'est 106 patients depuis 2021, donc 45 hépatites C et 61 hépatites B. Et pour CHP Reims sans hépatite virale, donc c'est la même chose. CHP Reims à Bordeaux, c'est le centre spécialisé en psychiatrie. Et on a signé une convention entre nos 2 établissements pour permettre la mise en place de ce projet. Donc, c'est pareil, c'est les patients sur le parcours prioritaire. Et donc là, on a un partenariat avec la médecine somatique de Charles Perrins, qui dépiste tous les patients qui rentrent par les urgences, donc c'est le CECOP, et qui incite au dépistage de tous les patients qui ne sont pas passés par les urgences, mais qui sont pris en charge sur le site de Perrins. Donc c'est 26 patients depuis 2022, dont 20 hépatites C et 6 hépatites B. Et donc là, on retrouve bien la spécificité de l'hépatite C pour les patients en psychiatrie. Donc à côté de cette consultation, on va mener de nombreuses actions, donc des actions de dépistage, bien sûr, donc soit dans nos locaux, soit dans d'autres locaux. On va rencontrer les partenaires donc, pour faire vivre ce réseau. On organise des réunions semestrielles également. Donc, c'est des réunions qu'on organise 2 fois par an où on invite nos partenaires à parler d'eux. Donc, on ne parle pas ni de nous ni des hépatites, mais vraiment, l'idée, c'est de faire de la mise en lien. Parce que la Gironde est un grand territoire avec de nombreuses associations, mais on ne sait pas forcément qui fait quoi. Donc, l'idée, vraiment, c'est de faire de la mise en lien. On fait également, comme pour le projet Scanvir, des actions de formation des structures sur les hépatites.
On organise également des grandes campagnes de communication pour promouvoir le dépistage, donc en partenariat avec le réseau de transport de Bordeaux. Donc on a recouvert par 2 occasions un tramway complet. On a mis en place des affiches à l'intérieur d'un tramway et sur les supports d'information de la ville. Donc c'est toute la métropole bordelaise. L'idée, c'est vraiment d'inciter la population à se faire dépister. Donc, concomitamment à cette action, on organise une action de dépistage par TROD. On a également proposé un dépistage gratuit donc, au sein du laboratoire du CHU de Bordeaux. Et on a proposé également d'envoyer aux patients des ordonnances par mail afin qu'ils puissent se faire dépister en laboratoire de ville. En faisant ce topo, on a essayé de réfléchir après à peu près 6 ans d'expérience sur les retours finalement, donc les points positifs et les points un peu plus négatifs de ce projet. Donc finalement, le projet est maintenant bien repéré par l'ensemble de nos partenaires, mais la contrebalance, c'est qu'il y a beaucoup de turnover des équipes dans le médico-social, on le sait, donc ça nécessite qu'on rencontre régulièrement les équipes pour continuer à se faire connaître. Le projet fonctionne bien, donc nos consultations, elles sont pleines et on a été obligé de freiner un petit peu les demandes ces derniers mois parce qu'on a eu le départ d'un médecin. Donc, on avait moins de permanence sur la consultation prioritaire. On s'adapte beaucoup, je vous l'ai dit. On fait les rappels des patients, on accepte beaucoup les retards. Mais à la fois, on a aussi des patients qui, avec les années, se sentent un peu plus libres, donc qui ne préviennent pas. Bon, ça c'est assez classique. Ils demandent de remporter des rendez-vous dès le lendemain, etc. Donc, voilà, on a des patients un peu plus libres avec les années. Je pense qu'on a obtenu la confiance des structures avec lesquelles on travaille et à la fois, on a des demandes d'orientation de moins en moins complètes. Donc, on va recevoir des mails en nous demandant de prendre en charge monsieur un tel, mais sans nous préciser de quelle pathologie il s'agit. Le fonctionnement du projet CHU sans hépatite virale est maintenant bien repéré, mais c'est vrai que maintenant, on nous adresse un peu tous les problèmes hépataux, même sans les hépatites actives. Donc, on doit refaire la réorientation sur le secrétariat des pathologies. Et donc, on a le CHU qui porte quand même intérêt aux actions que l'on mène, mais en même temps qui refuse de nous financer du matériel supplémentaire pour les TROD. Donc, on nous a demandé, pour conclure, de réfléchir à un top 3 des actions à mettre en place, à déployer. Donc, on a essayé de les regrouper en dépistage, prise en charge et suivi. Donc, selon nous, pour le dépistage, c'est vraiment important d'investir ou de réinvestir les médecins généralistes en proposant à tous donc le dépistage, bien sûr, au moins une fois dans sa vie, mais surtout de penser aux populations vieillissantes, parce que nous, aujourd'hui, à Bordeaux, c'est vraiment ce qu'on voit le plus. Pour la prise en charge, essayer de généraliser le plus possible les consultations prioritaires, parce que finalement, quand vous dépistez et que vous voyez le médecin dans un délai maximal de 15 jours, ça se passe mieux. En tout cas, pour nous, c'est ce qu'on voit pour le suivi et la prise en charge. Et bien sûr, adapter au plus possible le suivi du patient. Et dans le cadre du suivi, nous, ce qui fonctionne, c'est le rappel des patients. C'est-à-dire que les patients, s'ils ne viennent pas, on va les rappeler, leur reproposer des rendez-vous. Et pour la petite info, notre record maximal de rappel sur une consultation prioritaire, c'était 6 rendez-vous. Donc, il a fallu fixer 6 rendez-vous avant que la personne vienne pour la première fois rencontrer le médecin. Voilà, donc nous, ce qu'on communique, c'est un message unique. Vous avez une hépatite, contactez-nous, on s'occupe du reste. On essaie vraiment de faciliter au maximum le travail de tous pour que les personnes aient envie de dépister à nos côtés. Et donc, on est actif sur les réseaux sociaux et on a également un site internet avec donc un espace d'information sur les hépatites, un espace d'information sur tout notre réseau et un blog où on met toutes nos actus à jour. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anne-Laure pour cette belle présentation. J'ai déjà plein de questions, mais ça va attendre la fin des interventions. On va enchaîner tout de suite avec le docteur Isabelle Rosa qui n'est pas là aujourd'hui et qui ne pouvait pas être disponible en visio, mais qui nous a enregistré une petite vidéo de présentation de son projet de Créteil sans virus pour le dépistage des hépatites et du VIH. Donc on va pouvoir lancer la petite vidéo. Bonjour à tous, je suis extrêmement flattée qu'on m'ait demandé de parler de cette expérience de Créteil sans virus et je remercie vraiment SOS Hépatite de cette invitation. Donc je voulais vous parler un petit peu d'un projet qu'on a fait à 3 parties, c'est-à-dire le centre hospitalier de Créteil intercommunal, le CHU Henri Mondor et la CPTS Boucle de Marne.
qui inclut un grand nombre de spécialistes et de généralistes de Créteil. Alors, comme vous le savez, l'épidémiologie du VHC en France, elle baisse et nous avons actuellement un seuil qui est aux alentours de 0,30% sur les dernières données au niveau de la population générale française hors métropole. Ça représente environ 5500 nouveaux cas par an. Et finalement, quand on regarde depuis le début où on s'intéresse à l'hépatite C, c'est quand même un beau chemin parcouru puisqu'on est à moins 45% environ du nombre de patients au niveau de la prévalence de l'hépatite C. Vous voyez donc que les dernières estimations sont même un peu plus basses que 0,3 et prédisent plutôt du 0,2% en population française. Alors, le dépistage et le diagnostic de l'hépatite C en France, vous voyez ici les données des sérologies qui ont été prescrits en ville et les résultats de l'équipe de l'enquête Labo-EP en 2021, avec une forte augmentation du nombre de sérologies virales, plus 53%, et une nette diminution de la prescription de l'ARN-VHC pour la bonne et simple raison qu'il y a de moins en moins de sérologies virales C positives. Alors, ceci expliquant cela, qui sont les patients à qui on propose les sérologies de l'hépatite C? Bien majoritairement, ce sont les femmes plutôt jeunes, entre 20 et 39 ans, et en grande partie, ça représente la population qui est testée en gynécologie et en maternité. Et puis, quand on regarde les hommes de plus de 50 ans ou plus qui sont traités, qui sont dépistés pour l'hépatite C, eh bien, c'est quand même plutôt la cible. Et donc, on passe peut-être à côté de la cible des patients à dépister. Alors, les objectifs d'élimination, je vous rappelle qu'elle a été définie comme une diminution de 90% des nouvelles infections, associée à une réduction de la mortalité de 65%, et que le plan de prévention du gouvernement qui avait été instauré était l'élimination rapide de l'infection du virus de l'hépatite C en France, si possible avant 2025, alors que l'OMS ciblait 2030 pour la population mondiale. Alors, les mesures mises en place en France consistaient d'abord en renforcement de l'accès au traitement, avec l'ouverture des nouveaux prescripteurs, et puis notamment ces nouveaux prescripteurs pour tout ce qui était parcours simplifié, et on en a largement parlé, notamment relayé grâce à SOS Hépatite. Deuxièmement, c'était de renforcer le dépistage avec les fameuses actions d'aller vers pour les publics prioritaires, donc les XAPA, CARUD, ne pas oublier la psychiatrie et le milieu pénitentiaire. Et puis de faciliter l'accès aux prélèvements avec les TROD, Buvard, etc. Et enfin, le but de tout ça était de traiter 120 000 patients entre 2014 et 2022. Alors, où en est-on de la prescription des antiviraux? Eh bien, quand on regarde depuis le début de la prescription, c'est-à-dire 2014, on est actuellement à 10 ans de l'utilisation de ces antiviraux. Eh bien, il y a eu le pic de 2017 qui a correspondu à l'ouverture à tout public, à tous les patients du traitement universel. Et puis maintenant, une stagnation depuis 2020 environ, entre 6 000, 7 000 et 5 000 cas de traitement. Alors, qui sont les patients traités? Comme vous le voyez ici, le gros pic des patients traités, il est plutôt aux alentours des 40, 50 et même 60 ans. Et majoritairement, ce sont des hommes de plus de 60 ans. Alors, qu'en est-il de l'ouverture de prescription des résultats des traitements, pardon? Bien, les résultats sont assez mitigés puisque finalement, le décret est paru en 2019. Il autorisait donc la prescription des antiviraux par les médecins généralistes et les hépatogastraux libéraux. Et finalement, vous voyez que quand on regarde le nombre de prescriptions qui ont été faites, seuls 5% des prescriptions ont été faites par les médecins généralistes, les hépatolibéraux 21%, et donc le gros du troupeau, les 72% de prescriptions ont été réalisées par les médecins hospitaliers qui gardent encore la main sur le traitement de l'hépatite C. Alors, pour améliorer tout ça, il y a eu l'année dernière des propositions faites par la FEF, qui étaient déjà, dans un premier temps, de garder l'élimination du VHC comme un objectif principal de santé publique jusqu'en 2030. Et ceci veut dire aussi de demander au pouvoir public plus de moyens pour pouvoir continuer ces dépistages. D'améliorer les stratégies de dépistage en ciblant les populations à risque et les sujets de plus de 50 ans en population générale.
Et enfin, de soutenir les initiatives locales d'aller vers. Alors, c'est pour ça qu'on a envisagé de créer Créteil sans virus. Alors, Créteil, vous le voyez ici sur la carte de France, c'est à côté de Paris, c'est une banlieue dans la région Est de Paris. 90 000 habitants en 2015, peut-être certainement un peu plus actuellement. Dans cette ville, 80 médecins généralistes, 25 pharmaciens et 3 hôpitaux, un CHU, l'hôpital Henri Mondor, un CHG, qui est le centre hospitalier intercommunal de Créteil, et un centre de ASSR, qui est l'hôpital Albert Chenevier. La première phase de Créteil sans virus a été tout d'abord d'inciter les médecins généralistes dans un premier temps par un courrier, puis un mail circonstancié pour leur demander s'ils étaient intéressés de participer à cette action. Et donc, l'idée était d'avoir par retour de mail un « oui, j'accepte » ou un « non, ça ne m'intéresse pas ». Donc, cette information a été relayée dans le journal de la ville par la ville de Créteil, qui nous a beaucoup soutenus. Et vous voyez ici un article qui est paru dans la revue Créteil Vivre Ensemble et également sur le site internet de l'intercommunal de Créteil, avec, vous le voyez ici, le projet, hein, c'est-à-dire avoir plus de 40 ans, demander une trousse de dépistage à faire en autodépistage à la maison, et puis ensuite toutes les mesures qui suivent. Alors, pour les patients, pour les médecins qui ont accepté de travailler avec nous, donc on leur envoyait clairement une boîte d'environ 15 kits par médecin ou par pharmacien pour qu'ils puissent distribuer à tout patient, quel que soit le motif de consultation, du moment qu'ils avaient plus de 40 ans et qu'ils n'avaient pas été testés dans l'année pour une raison ou une autre pour les virus, et qu'évidemment, ils n'avaient pas d'antécédents connus de prise en charge pour une hépatite C. La population cible, donc, c'était les patients de plus de 40 ans qui consultaient un médecin généraliste ou un pharmacien de Créteil et qui avaient donc l'infection non connue et pas de sérologie réalisée. Dans le kit de prélèvement, vous voyez ici sur la gauche le kit avec le buvard, le mode de prélèvement, la petite notice d'utilisation écrite et nous avons fait un QR code pour envoyer sur une petite vidéo qui est même accessible sur YouTube pour expliquer comment se déroulait le prélèvement. Bien sûr, le kit était accompagné d'une fiche de renseignement préalable, très simple, qui demandait le nom, le prénom, l'âge et le nom du médecin généraliste. Alors, vous voyez ici très vite le kit, le petit film qu'on a fait, et je vous le lance directement, qui présente le contenu, qui montre ensuite comment faire le petit prélèvement avec la désinfection locale, l'utilisation des petites languettes et puis ensuite comment faire la petite piqûre. Alors, pour la petite histoire, tout ça est une fabrication locale puisque ce sont mes mains que vous pouvez voir et ce sont les doigts de mon mari. Et pour une protection sonore, il n'y a pas de son parce que vous allez entendre un cri sinon. Voilà, ça y est, on a la petite goutte de sang, donc la pipette qui va récupérer la goutte de sang et qui va ensuite pouvoir aller remplir les ronds de dépistage. Donc, cette vidéo, elle était accessible par le QR code et elle peut être également accessible sur le site Créteil sans virus. Vous avez la petite vidéo sur YouTube qui est en accès libre. Donc, vous voyez, maintenant, on vide la pipette dans le buvard, on laisse sécher et ensuite, on envoie par la poste directement. Voilà, directement. Alors, pour le rendu des résultats, nous avons créé des fiches directement pour chaque problématique, c'est-à-dire si le virus de l'hépatite, des hépatites B ou C était positif, eh bien, on rendait un résultat pour les virus des hépatites,
avec la possibilité du résultat rendu aux patients et aux médecins généralistes qui avaient donné le kit. Et ensuite, vous avez, en cas d'absence de médecin généraliste, directement la possibilité de contacter les 3 médecins impliqués dans cette recherche, donc le CHI, le CHU ou la ville, avec les numéros de téléphone ou les adresses mail pour prendre un rendez-vous pour le suivi. Pour le VIH, c'était exactement la même chose. Vous aviez une fiche où il était marqué le résultat de votre test sans précision est positif et avec l'adresse des médecins qui allaient ensuite faire la prise en charge. Donc les résultats, vous allez voir, sont assez décevants puisque finalement sur les 80 médecins qui ont été démarchés à 3 reprises minimum, c'est-à-dire 2 fois par mail, un coup de téléphone et un courrier, eh bien seuls 13 ont accepté de participer et en moyenne après 2 relances. On a donc décidé d'ouvrir cette expérience aux pharmaciens et finalement sur les 25 pharmacies de Créteil, 3 pharmacies ont accepté de participer et de délivrer directement les kits aux patients qui venaient consulter. Donc de mai à octobre 2024, 15 buvards seulement ont été reçus au niveau du laboratoire de virologie. Pour l'instant, aucune sérologie positive et c'est tout à fait normal vu les prévalences attendues. Mais c'est vrai que ça met en cause que tout ça est beaucoup d'énergie pour un résultat finalement assez faible pour l'instant, mais l'enquête n'a commencé véritablement que depuis le mois de mai. Il y a eu les vacances, donc on se laisse un petit peu le temps, puisque l'enquête est prévue sur 1 an. Et donc, si on veut conclure, c'était un projet de test qui était ambitieux, qui est difficile à mettre en œuvre, qui a finalement le mérite d'être la première expérience de dépistage des 3 virus sur un seul buvard. Et donc, ça, à notre connaissance, dans les projets des villes sans hépatite, ça n'avait pas été fait. Et puis, finalement, nous avions décidé de miser sur la participation des médecins généralistes qui ont, à mon sens, un rôle crucial dans le dépistage, mais qui, malheureusement, sont aussi les premiers freins à la délivrance. Pourquoi ? Parce que nous avons eu des retours qui étaient du style « quand j'ai besoin d'une sérologie, je prescris la sérologie et il n'y a pas de problème, le patient va au laboratoire », ce qui n'est pas du tout l'accès de la prévention, puisque finalement, ils n'ont pas compris qu'il fallait délivrer le test à des patients qui, justement, n'avaient aucun symptôme et aucun mode évident de contamination. La deuxième chose, c'est que certains ont testé les buvards, ils ont eu du mal, et donc ils en ont conclu que si eux, ils avaient du mal, leurs patients auraient encore plus de mal. Et donc, finalement, ce sont probablement les médecins qui sont les premiers freins à la délivrance des buvards et au fait qu'on n'accède pas à la délivrance en population générale. Et je voulais remercier toutes les équipes, notamment le professeur Stéphane Chevalier, qui est d'une grande aide, et puis aussi la mairie de Créteil qui nous soutient, à la fois un petit peu financièrement, mais surtout sur les modes de communication et les réseaux. Et je vous remercie d'avoir accepté cette communication. Super, donc on voit bien que expérimenter, c'est pas forcément réussir, mais c'est bien de communiquer aussi sur les échecs. Ça évite à d'autres de se lancer dans des projets et de perdre son temps, et puis ça permet d'évaluer les freins et tout ce qu'il y a autour pour peut-être améliorer certaines choses derrière. Donc bien, merci, parce qu'on se disait justement que c'était pas toujours évident que tout le monde communique pas sur ses échecs, souvent sur ses réussites. Donc voilà, on la remercie pour ça. Donc on va passer maintenant peut-être avec une réussite alors encore de nouveau, Julie. Julie Segonda qui est de SOS Hépatite Champagne-Ardenne et qui coordonne le projet éradication hépatite C chez nous à SOS. Donc bonjour à tous. Ça va se mettre en place normalement. Il faut attendre. Mon diapo va se lancer. Ou pas. C'est tout, je vais commencer. J'attends le feu vert d'Eugénia.
Tu peux commencer à te Bah oui, présenter peut-être un peu si tu veux. Donc voilà, donc moi je suis infirmière donc chez SOS Hépatite et Maladies du foie en Champagne-Ardenne. Je coordonne le dispositif qui s'appelle Éradication de l'hépatite C, un nom un petit peu barbare. Donc au départ, ce projet est né en 2020, donc après maintes discussions avec l'ARS depuis plusieurs années avant 2020. Donc c'était au départ un projet pour une année dans les Ardennes. Le but était en fait d'aller vers et puis de diminuer la prévalence de l'hépatite C dans le département des Ardennes. Donc j'étais toute seule au départ sur le projet, bon, avec la direction bien entendu. Et puis on devait en fait aller là, auprès des publics les plus précaires. Donc on avait une liste recommandée par la Haute Autorité de Santé ou le Livre blanc que vous connaissez. Bon, voilà, donc je reprends. Celle-ci, c'est bon, faut que je prenne ça. Donc voilà, c'était ça. Donc, dans le but d'éradiquer l'hépatite C en France en 2025, comme au départ on l'indiquait, puis dans le monde en 2030. Ce projet a évolué ensuite dans la Marne en 2022. L'ARS nous a demandé de couvrir également le territoire de la Marne. Et aujourd'hui, donc, on doit couvrir également les départements de la Haute-Marne et l'Aube. Donc en fait, ce projet-là s'est agrandi au fur et à mesure des années, suite à la rédaction d'un CEPOM pour 5 ans. Et donc voilà, maintenant, on doit faire évoluer ce projet, ce beau projet, dans toute l'ancienne Champagne-Ardenne. Donc ça, c'est une présentation de l'équipe. Donc en fait, il y a 2 temps pleins. Il y a 2 aides-soignantes dans l'équipe. Donc il y a Lydie qui est dans le 08 et le 51, Laure qui vient d'arriver dans le 52 et 10. Donc il y a une personne à 100% qui dessert 2 territoires, on va dire, à chaque fois. Donc nous, c'est un gros travail de partenariat, mais surtout un travail également avec nos bénévoles, heureusement, qui sont là pour nous aider. Donc il y en a une partie dans la salle, il y en a qui ne sont pas là. Et puis du coup, petite pensée pour Colette, également, qui était bénévole dans les Ardennes. Voilà, et donc sans oublier l'administration avec le directeur, l'assistante de direction, la secrétaire, qui nous aide également beaucoup sur ce projet. Voilà. Donc nos missions par rapport à éradication, donc bien sûr on met en place en fait des actions de dépistage, notamment la délivrance d'informations sur tout ce qui est hépatite. Alors à la base effectivement on est financé pour l'hépatite C, sauf qu'on trouvait dommage en fait d'intervenir un peu partout et de ne pas parler du VIH ni de l'hépatite B. Donc voilà, on fait un point d'information sur toutes ces maladies, tous ces virus. On met en place également des actions de dépistage par TROD, donc hépatite C, bien sûr, hépatite B, VIH. Et il se peut qu'on fasse du fibroscan aussi en hors les murs, mais voilà, ce n'est pas notre action principale. On accueille de manière inconditionnelle tout le public, en individuel, en collectif. On accompagne les personnes positives lorsque, voilà, au moment des TROD, on les accompagne donc soit dans leur parcours de soins. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on a un gros travail de partenariat, notamment nous avec les CEGID dans chaque département, mais également avec les hôpitaux et les services de médecine infectieuse et hépatogastro. Voilà, donc on essaie de maintenir au mieux ces partenariats et de les développer. Bon, et puis la bulle qui est là-haut, en fait, à la demande des hépatogastro et des médecins de ville, on fait de plus en plus de fibroscan par rapport au sujet qu'on a abordé un peu ce matin, notamment sur la stéatose et la MASH. Voilà. Donc nos lieux d'intervention, on est sur un public vulnérable, précaire, migrant. Donc on va dans beaucoup de chantiers d'insertion depuis quelques temps. Les hébergements demandeurs d'asile, résidences sociales, collectivités, missions locales. On est appelé à aller sur des forums santé également. Voilà, donc j'ai mis un petit attention, puisque nous, en fait, ça va être là-dessus. Enfin, sur ces points-là, on a beaucoup de difficultés, et c'est là où il y a un gros travail à faire. Et nous, en fait, le dépistage dans le futur, c'est de travailler sur ces lieux-là, donc centres pénitentiaires, établissements psychiatriques. Donc, en fait, c'est fermé. C'est un milieu qui est très fermé, et vraiment, on n'y arrive pas. Donc là, on a une piste depuis un mois ou 2 dans la Marne pour centre pénitentiaire et un établissement psychiatrique. Mais c'est très, très difficile pour nous. Voilà. J'ai mis usagers de drogue parce que tout simplement, au niveau des chiffres que je vais vous montrer après, moi, dans les Ardennes, en fait, il y a un CARUD. Donc, en fait, c'est mes collègues du CARUD qui sont au plus près des usagers de drogue et qui mènent des actions auprès de ces publics-là. Donc, forcément, je n'y vais pas. Et puis, là, il y a tout à développer sur la Haute-Marne et l'Aube, parce que c'est tout nouveau. Donc,
ça, c'est le bilan de nos actions donc depuis 2020. Donc c'est le nombre d'actions qu'on a pu faire. Hein, donc ça augmente au fur et à mesure des années puisqu'on commence à se faire connaître. Donc nous, on démarche énormément. C'est également nos difficultés. Le démarchage, voilà, on a plein de lieux, plein d'endroits, mais alors c'est pas toujours évident parce qu'on nous rappelle pas toujours, ou alors les personnes vont être très intéressées, puis en fait on n'a pas de retour et on relance constamment. Il y a des endroits où ça se passe bien sûr très bien, mais c'est vrai que ce travail-là, il est assez difficile aussi. Il est conséquent, il est assez difficile. Donc voilà, donc on a fait plusieurs actions. Donc là, je me suis arrêtée à octobre. Hein. Je pense que du coup, on avait beaucoup de travail sur novembre et décembre. Donc on aura fait beaucoup d'actions hors les murs. Voilà, j'ai pas mis les résultats positifs. C'est ce que disaient mes collègues, voilà, les personnes qui sont intervenues juste avant. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Et c'est chercher une épingle dans une botte de foin. Hein. C'est vraiment très compliqué comme travail. Donc on est sur, je pense, une dizaine, hein, quand même, sur 4 ans de chaque hépatite B, hépatite C et VIH. Voilà, avec tous les lieux qu'on a pu faire et toutes les personnes qu'on a pu rencontrer. Donc comme je vous le disais, nous, nos difficultés, c'est vraiment donc, les centres pénitentiaires, établissements psychiatriques. Ce qu'on peut rencontrer aussi, c'est la barrière de la langue, puisqu'on intervient dans des CADA. Heureusement, il y a des équipes, toutes les équipes parlent différentes langues, donc ça nous aide. On peut aussi faire appel à des traducteurs si besoin. Voilà. Par contre, le côté positif, c'est que ça se développe plutôt pas mal, hein, puisqu'on est passé d'un département à 4 départements. On commence à bien se faire connaître. Et puis, voilà, les populations sont intéressées, les professionnels de structure, parce que les sujets ne sont pas toujours connus en fonction du travail qu'ils font, hein, tout simplement. Donc, voilà, ça les intéresse aussi. Puisqu'ils côtoient en permanence tout un public qui peut être à risque. Voilà un petit peu. Donc vraiment, nous, nos actions pour l'année à venir, sur 2025, c'est vraiment de se centrer sur centres pénitentiaires et établissements psychiatriques en espérant avoir de l'aide. Pourquoi pas on prend toute aide possible. On est en attente, en tout cas, de contact pour développer un partenariat pour pouvoir rentrer dans ces structures et faire au mieux, puisque c'est quand même des publics. Enfin voilà, c'est attendu. On attend à ce qu'on aille dépister auprès de ces publics-là. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Julie. Donc, j'invite les intervenantes à passer sur la scène pour discuter ensemble un peu et voir déjà si certains ont peut-être des questions dans la salle, parce que c'est toujours mieux si ça vient de la salle que de moi. Allez-y. C'est vous les stars, moi je reste là. Des questions dans la salle. Alors, je prends les questions à distance et après dans la salle. Ça va. C'est quoi ces questions? Ah oui, c'est question du SELV de Bretagne. Pour le CHU de Bordeaux, pour votre consultation prioritaire, est-ce l'ensemble des hépatos du CHU de Bordeaux qui interviennent ou une équipe spécifique? C'est une équipe spécifique. À la base, ils étaient 2 hépatologues. Donc, on a un hépatologue qui est parti. Maintenant, ils sont 4. On a réussi à recruter 3 hépatologues. Donc, on a le docteur Fouché qui fait les consultations tous les 15 jours. Et les 3 autres hépatologues font les autres 15 jours, du coup. Voilà. On espère que ça réponde à ta question, Aurélie. Il y a des questions dans la salle. Je crois qu'il y avait Louis. Est-ce qu'il y a un autre micro que le mien? C'est mieux? Non, le mien. Oui, bonjour, Louis L'Empire. Je fais partie de SOS Champagne-Ardenne en tant que bénévole. Et j'avais une question globale, puisque, comme le disait Frédéric, les échecs et les réussites, ça forme un tout. Et pourquoi ne pas harmoniser ce qui marche bien? Parce que je vois que vous avez il y a 4 approches différentes. Et pourquoi ne pas faire des choses qui sont nationales, je vais dire, puisqu'on est une VD? Est-ce qu'il y a une réponse? Alors, vous voulez répondre? Des idées? Je partagerai C'est la bonne question. Je pense que mes collègues seront d'accord avec moi pour dire qu'on n'a pas forcément la réponse à ça. Il y a plein de choses qui fonctionnent bien un peu partout. Et c'est vrai que l'idée de ces journées aussi, c'est de pouvoir s'inspirer de ce qui se fait et qui fonctionne surtout ailleurs pour éventuellement pouvoir le refaire chez soi. Mais c'est vrai qu'on est aussi limité par des contraintes financières, professionnelles, etc. Mais je ne sais pas si mes collègues ont... Je peux comprendre, mais quand je compare à Scanvir, c'est sur une journée.
Je compare votre projet, c'est un peu dans la même région et c'est sur 15 jours. Donc il y a un risque de perte de la patientèle. En fait, je pense que c'est un peu complémentaire, c'est un peu le problème. En fait, tout dépend de ce qu'on veut faire, tout dépend du département, enfin socialement, ce qu'il y a dans le département, qu'est-ce qu'on peut amener. Nous, on a choisi le aller. Enfin, je dis nous, voilà, l'équipe a choisi le aller vers parce qu'en fait, on peut aller vraiment dans des structures très différentes. Et nous, il est certain que les personnes qui sont en maison de santé, en centre pénitentiaire, vont jamais pouvoir venir sur une consultation prioritaire telle que c'est prévu, par exemple, à Bordeaux. Donc oui, c'est vrai que c'est des schémas différents. Mais là, finalement, en Nouvelle-Aquitaine, du coup, on se retrouve avec 2 schémas. Donc finalement, c'est plutôt pas mal. Bordeaux, ils font leur petit taf. Et puis nous, on fait, on va dire, le reste. On travaille donc... alors nous, on a essayé d'harmoniser, comme vous l'avez vu pour Scanvir, puisqu'on travaille maintenant donc, avec donc, le groupement de coopération sanitaire, donc Nova. Et donc, on harmonise, nous, avec le CHU de Poitiers et avec les pratiques également du CEID de Bordeaux. Mais je pense que vous travaillez aussi de temps en temps avec le CEID de Bordeaux. Donc, vous voyez, des fois, ça se recoupe. Mais ce n'est pas forcément évident de faire un modèle unique, je pense. Voilà, c'est vraiment dépendant de plusieurs facteurs. Mais si ça marche, tant mieux, j'ai envie de dire. Voilà. On va passer le micro. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu borderline quand on va chercher le tout public vis-à-vis des autorités? Nous, notre consultation, c'est vraiment la consultation prioritaire, donc pour les profils plutôt précaires. Après, on s'est étendu à tout public pour le projet CHU sans hépatite virale et Charles Perrin sans hépatite virale, parce qu'on s'est rendu compte finalement que dans les secteurs hospitaliers, quels qu'ils soient, n'importe quel service, on pouvait être amené à avoir des patients qui étaient porteurs d'une hépatite virale. Et aujourd'hui, quelqu'un qui a une hépatite, monsieur et madame tout le monde, qui est dépisté par son médecin traitant à Bordeaux, s'il veut voir un hépatologue, il en a pour un délai de 6 mois. L'idée d'ouvrir cette consultation pour les publics patients hospitaliers, c'était de leur proposer un rendez-vous dans un délai maximal de 15 jours. C'était pour faciliter, en tout cas, on n'est pas ouvert à tout public, on est ouvert au public du CHU et du centre hospitalier Charles Perrin. Et après, pour répondre à votre question, de tout à l'heure, le docteur Fouché fait des consultations avancées directement au CUID, mais c'est vrai que nous, quand on a fait notre enquête de terrain, quand on a déployé le projet, les premières choses qui nous sont remontées, c'est vraiment la difficulté d'accéder à un spécialiste. Et donc nous, on n'arrivait pas forcément à mettre en place et dépistage et hépatologue avec nous. Donc nous, on a dit, voilà, vous faites le dépistage et donc nous, on fait toute la prise en charge derrière. Voilà. D'accord, merci. J'aurais juste une dernière remarque et je passe le micro. Pour Créteil, il y a une chose qui me choque, c'est l'envoi direct aux patients du résultat. Il n'y a pas d'accompagnement. Quand on reçoit ça en pleine figure, ça doit faire mal. Aussi. Alors, juste pour répondre à ta première question sur le partage de tout ça, déjà, on est là ici aussi pour partager les expériences et les diffuser et voir ce qui se passe, si ça réussit ou pas. Donc ça, c'est un premier élément. Et SOS s'est toujours positionné pour montrer vraiment ces expériences, parce que chaque année, on essaie d'accueillir de nouvelles personnes, des SELV notamment, les associations, tous les projets pour que ça puisse être mis en valeur. Donc ça, c'est important. Et on va reprendre cette idée-là. Alors là, je change de casquette. Je prends la casquette FPRH. Alors du coup, effectivement, c'est dans les tuyaux. On va essayer de coordonner un peu les équipes des centres experts hépatite, notamment, et des membres de la FPRH, parce que la FPRH, il faut savoir que SOS Hépatite est membre, il y a la FEF, il y a le CREG, il y a les centres experts. Et donc, effectivement, on va voir comment on peut dynamiser tout ça et partager les expériences pour pouvoir, qu'est-ce que l'on peut reprendre chez les uns et chez les autres pour avancer également ensemble. Parce qu'on fait tous plein de choses de chaque côté, mais effectivement, il manque cette petite unification et comment on peut s'aider les uns et les autres. Et maintenant, avec la visio, je pense qu'on peut faire plein de choses simplement. Donc, c'est un des projets qui est dans le tuyau et qui va, je pense, sortir sur 2025. Donc, on pourra peut-être en parler par la suite ici. Je passe le micro au professeur Tariq Aslam, mais je veux juste un partage avec vous, parce que cette expérience de Buvard, en tout cas, peut-être de façon similaire, dans l'expérience de Créteil, c'est comme ça qu'a été fait le dernier labotest en 2016. Et donc, du coup, le patient, en tout cas ceux qui le recevaient, c'était un courrier en disant « Allez voir votre médecin traitant ».
C'était pas un courrier qui disait que la sérologie était positive. Donc c'est quelque chose qu'on va vérifier avec le docteur Isabelle Rosa. Je ne doute absolument pas voilà, en termes de données personnelles, etc., de toute la vigilance, de toute l'implication qu'on a toutes et tous, que voilà, tout ça est bien ficelé et que voilà, c'est pas un courrier que la personne reçoit avec une sérologie positive. Professeur Assela, dites-nous. Non, bravo pour toutes ces expériences. Je trouve que c'est très riche. Beaucoup d'expériences dépendent aussi des acteurs, de leur expertise, de leur motivation. Et donc, on peut avoir des projets variés qui sont tous efficaces. Et puis, félicitations pour le film. Magnifique film, bravo. Je veux dire, très pédagogue, très, très bien fait. Alors, moi, ce qui me gêne un peu quelquefois, c'est indépendamment de ces projets, c'est on met toujours en opposition le dépistage ciblé, qui serait plus co-efficace, et puis le dépistage universel, et puis les droits et tout ça. Bon, bien sûr, on respecte tout. Et moi, je trouve que si on va vers l'objectif d'éliminer l'hépatite C, de contrôler le B, d'éviter le cancer du foie, ça ne me dérange pas de faire 100 dépistages pour avoir un seul hépatite C, parce qu'il sera guéri. On veut éliminer. Si on baisse les bras maintenant, en sachant que ça va être plus difficile, ça va être moins co-efficace, eh ben, il y a un risque que finalement des foyers s'étendent, qu'il y ait plus de malades, et qu'on redevienne dans une situation plus grave qu'avant. C'est pour ça que quelquefois les gens disent, voilà, j'ai fait cette expérience, mais vous voyez, on a fait ça, on en a fait ça, on a eu un, c'est décevant. Non, parce que pour l'avoir fait aussi quelquefois, je veux dire, je ne suis pas un acteur principal, mais je trouve qu'aussi, il y a de la prévention, il y a des messages. Même quand on voit quelqu'un qui n'a pas, on lui dit, bon, ben, essayez de faire du sport, mangez régulièrement, évitez l'alcool, protégez-vous. Donc, ce n'est pas un TROD ou un test pour rien, c'est un test où on donne de l'information. Donc, moi, je suis contre ce discours actuel qui est de dire, non, ne pas aller en universel, ne pas dépister tout le monde. On veut éliminer. Si on ne voulait pas éliminer la polio, ben, on aurait arrêté et on aurait relaissé le foyer. Et là, ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'il y a une immense épidémie d'hépatite C chez les jeunes, parce qu'il n'y a pas les soutiens, il n'y a pas le support des autorités. Et nous, si maintenant on baisse les bras, ça pourrait être difficile pour l'avenir. Donc moi, je suis convaincu qu'il faut continuer, qu'il faut persévérer. Donc il faut travailler la botte de foin, quoi. Oui. Non, mais c'est vrai. Accepter de travailler avec pas... C'est ce qu'on fait, on reste motivé Mais... Voilà, même si on en trouve peu. En fait, surtout en précarité. On continue à faire de la prévention, c'est aussi essentiel dans le métier, hein, bien sûr. On voit bien qu'en précarité, effectivement, les prévalents sont moins importants, donc il faut beaucoup dépister pour trouver. Mais quand on trouve, on est content, on n'a pas fait ça pour rien. Mais moi, et effectivement, si on veut éliminer, il faut aller trouver. Et sinon, il va y avoir une reprise épidémique à un moment donné. Pascal, quelqu'un a un micro pour Pascal? Non, je voulais juste... Non, allez-y. Juste la pression. En France, si on dit 60 000, ce n'est pas 1 sur 100, c'est 1 sur 1000. C'est-à-dire qu'il faut faire 1000 tests pour en avoir un positif. Et puis, moi, ce qui m'énerve toujours, c'est quand on compare, typiquement dans nos congrès internationaux avec les États-Unis, et cette épidémie, je suis complètement d'accord, chez les jeunes. Je rappelle juste qu'un toxicomane aux États-Unis, ce n'est pas un malade, c'est un délinquant. Je rappelle qu'il n'y a pas d'échangeur de seringues aux États-Unis, que les seringues ne sont pas en vente libre. Donc quand on dit les toxicomanes dans les études, on ne parle pas du tout de la même chose. Et alors qu'une sclérose en plaques, c'est la même chose dans tous les pays, on est d'accord. Le problème de la toxicomanie et de l'hépatite C, c'est qu'on va parler de choses différentes et on l'oublie trop souvent dans les études. J'avais, moi, une question, j'en profite, j'ai le micro, je ne le lâche pas. Comment vous faites... Quel espace de refus on peut avoir? Comment vous faites avec ces patients qui ne veulent pas de cette double peine? Les patients précaires qui viennent dire, attendez, là, moi, je suis dans la merde jusqu'au cou, là, j'ai des problèmes de thunes, je ne sais pas où coucher, etc. Et vous me proposez un dépistage pour me trouver une merde de plus, même si ça peut guérir, moi, je ne sais pas. Et je rappelle toujours la formidable histoire qu'on avait eue au road trip, où un monsieur précaire qu'on avait dépisté au trot qui était positif, et on lui dit, on va faire le jet d'expert. Il nous a dit, j'ai tout compris, vous m'avez dit qu'il y avait 30% de gens qui étaient guéris, mais moi, je suis guéri, au revoir, je ne veux pas savoir. Et ça, je crois que c'est... Est-ce que vous avez réfléchi, est-ce que vous êtes confronté à ces refus de patients qui ne veulent pas de cette double peine? Et qu'est-ce que vous avez comme piste à nous proposer? Parce que souvent, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est ceux-là qu'on aurait envie d'aller chercher, qui ont plus de risques probablement. Alors moi, c'est vrai que j'ai pas eu ce cas de figure. Après, nous, on reste sur la base du volontariat quand on fait nos dépistages, hein, quand on se rend dans les structures ou les établissements, on fait notre point information et ensuite c'est pour les volontaires du TROD, voilà, ils se font dépister ou pas. C'est vrai que moi, sur les personnes positives que j'ai eues, elles ont toujours suivi et je les ai accompagnées au Cégide, donc je n'ai pas eu ce cas-là. Donc tant mieux, tant mieux. Mais effectivement, j'imagine que ça doit être difficile de se retrouver face à quelqu'un qui s'en va ou qui dit non, je n'irai pas plus loin, merci, bonne journée, quoi.
Donc oui, pour le moment, je ne peux pas répondre à cette question aujourd'hui en tout cas. Nous non plus, on rencontre assez rarement En fait, le fibroscan, c'est quand même le moyen éducatif important parce que nous, on n'a jamais eu le cas de figure d'un patient qui acceptait des TROD et qui n'acceptait pas ensuite un GeneXpert. Et souvent, par contre, on a eu des patients qui venaient, des usagers, qui étaient toujours d'accord pour le fibroscan. Et c'est au moment du fibroscan, ils refusaient au départ les TROD et après, c'est ça l'objectif. C'est vraiment la motivation, c'est l'entretien motivationnel lors du fibroscan qui est vraiment un moment d'intimité, d'échange et où on peut parler de réduction des risques. Et il y a aussi donc le rôle des structures qui préparent les files actives, on va appeler ça comme ça, c'est pas un très beau mot, ça me plaît pas trop, mais voilà, et qui arrivent à convaincre les personnes de venir se faire dépister. Alors je dirais que le gros point noir là-dedans, c'est la pénitentiaire. Parce que, bien sûr, là, nous, on ne peut pas y aller, les convaincre, on ne peut pas discuter avec eux. Il faut que vraiment le travail soit fait vraiment en amont par les équipes médicales et parfois qui ne sont pas en concordance avec les équipes pénitentiaires. Et là, il y a un gros problème. D'autant plus que, tout le monde le sait, la drogue ne circule pas en prison, donc tout va bien. Voilà, pour moi, c'est vraiment le mot de la fin. La pénitentiaire. Juste pour redire, pour la pénitentiaire, au final, même quand il y a des programmes, parce que dans le Grand Est, il y a le Corévi qui a une mission sur le pénitentiaire, et on voit que même avec ça, c'est compliqué d'aller, de former et de mettre en place le dépistage. Donc il faut arriver à être coordonné, et je pense que les centres experts doivent aussi se coordonner par rapport à ça, pour pouvoir travailler avec les Corévi. Alors, ça va être les CORES, on va en parler tout à l'heure, mais savoir comment on peut être plus dans la formation de ces équipes, qui sont aussi des équipes qui tournent dans les unités sanitaires. Et c'est aussi une grosse problématique. On l'a dans les XAPA, les équipes qui tournent, mais dans les unités sanitaires, c'est pareil, ils ne veulent pas y rester longtemps. Donc, à chaque fois, on forme et on reforme. Et donc, il y a une vraie question centrale à poser et savoir comment nous, les centres experts hépatites, du coup, je prends aussi cette casquette-là, de pouvoir amener ces informations, à les travailler, à les Verts, parce que là, les Verts, il est aussi pour ça, et les associations avec nous. Alors, c'était une question, mais aussi surtout un témoignage. C'est le CARUD de Limoges. Julie Poujol, je suis coordinatrice du CARUD de Limoges. Et je voulais intervenir pour effectivement montrer l'importance, et notamment du projet Scanvir sur Limoges. Ce partenariat, il est très important pour nos usagers et usagères. Ça permet à la fois de déstigmatiser un peu l'hôpital La Blouse Blanche et le fait que l'équipe vienne, que Marilyn puisse être là avec une réactivité sur la mise sous traitement. On s'adapte. Nous, en amont, on va essayer de motiver, de mobiliser les usagers et d'essayer de faire le maximum pour qu'ils puissent tenir le rendez-vous. Mais en tout cas, cette réactivité, ce fait que ce soit un partenariat de proximité, je pense qu'effectivement, avec une communication régulière, la connaissance de nos équipes mutuelles, ça permet effectivement de pouvoir en fait agir au mieux. On a pu dépister cette année avec le Scanvir plus de 60 personnes sur un public très précaire avec de la polyconsommation. On parle du CARUD, mais on a aussi donc les consommateurs de produits, mais on a aussi tous les autres publics sur lesquels nous on intervient, travailleurs, travailleuses du sexe, etc. On a pour projet l'année prochaine d'ailleurs l'intervention du Scanvir sur une prochaine permanence en santé sexuelle avec notamment un groupe de migrants LGBTQIA+. Donc aussi le public migrant qui est au niveau épidémiologie, on le sait, voilà, un public cible. Donc voilà, c'était plus un témoignage en disant qu'effectivement pour nous c'était tout autant important et je remercie du coup ce projet Scanvir et l'équipe en fait du CHU de venir. Voilà. Oui, alors moi je vais parler un petit peu de l'expérience d'Isabelle Rosa parce que la médecine générale, finalement, on a dit il y a 2/3 des usagers aujourd'hui qui sont en médecine générale et qui ne vont pas dans les XAPA et dans les CARUD. Et je ne suis pas sûre que ce soit un échec d'ailleurs. Ce qu'elle a présenté, je vais dans le sens de Tariq tout à l'heure, c'est-à-dire que même si on dépiste peu de patients, finalement, c'est intéressant. Et l'idée, en discutant, parce que c'est quelque chose qu'on avait déjà travaillé quand on a monté Scanvir initialement, bon, bien sûr avec un certain succès dans les structures,
c'est de dire, voilà, est-ce qu'il n'y a pas une partie de la médecine générale qui sera intéressée par ce dépistage? Et nous, par exemple, on a une structure qui s'appelle AddictLim, qui regroupe un certain nombre de médecins généralistes qui font un peu d'addiction et qui pourraient être intéressés par ce genre d'idées. Donc c'est pour ça que je pense que cet échec est relatif et qu'il peut y avoir une leçon à tirer, c'est-à-dire est-ce qu'il ne faut pas sélectionner les médecins généralistes qui justement sont plus impliqués et auront plus de patients susceptibles d'être positifs pour les virus, et les avoir sous la forme d'un volontariat pour un dépistage. Et l'idée, ce serait de remettre en place, pourquoi pas, dans un premier temps, des sessions Scanvir, où on va directement, on regroupe des médecins généralistes, on fait des sessions d'ouverture, comme on a fait des sessions en psychiatrie. Aujourd'hui, on va en psychiatrie pour faire du dépistage. Aussi sur journée dédiée, pourquoi pas imaginer de faire ça avec des médecins généralistes dans un premier temps, ce qui pourrait les amener aussi à faire un peu plus de dépistage et à la mise en route du traitement, parce qu'on voit bien sûr que la mise en route du traitement, aujourd'hui, c'est quasiment zéro. Elle a dit moins de 5% des médecins généralistes qui mettent en route un traitement antiviral. Voilà, c'est les questions que je pose. Est-ce que ça pourrait être une éventuelle possibilité? Alors, je ne sais pas, Isabelle n'est pas là pour nous répondre, bien sûr, mais voilà, je pense qu'on peut peut-être aussi aller dans ce sens. C'est 2/3 des patients. Moi, j'ai juste une remarque et je suis d'accord avec vous pour faire un fibroscan d'abord, qui est un acte médical, alors qu'un TROD ou une sérologie, c'est un marqueur d'exclusion pour certains malades. Donc, en fait, ces malades-là, on ne les atteindra jamais par le biais du dépistage standard. Et je pense que justement, le fibroscan, qui est un acte médical, pour ce type de patients, c'est à mon avis une approche différente. Et une fois qu'ils sont sensibilisés par le fibroscan, ça permet de les amener à ce moment-là au dépistage, enfin à la sérologie. Juste dans le sens du fibroscan comme objectif pédagogique, Sandrine, tu te souviens peut-être des chiffres exacts du nombre de patients qui avaient refusé les TROD et qui ont accepté les TROD après réalisation du fibroscan. Je crois que c'était à peu près 20% ou 30%. Oui, le fibroscan, c'est un outil qui facilite les TROD et l'accès aux sérologies. On a une question en ligne, a priori. Maud, tu nous entends? Et nous, on ne t'entend pas, en fait. C'est toi qu'on doit entendre. Docteur Maud Royan de Strasbourg. Allez, toujours pas. Donc, on prend une autre question en attendant que ça fonctionne. Ah, il faut que je lise la question. Mais la question, il n'y a pas d'écriture de question, en fait. Donc, je sais de ce quoi elle veut parler, mais je ne sais pas comment elle veut le parler. Donc, c'est qu'elle me mette la question sur le chat et je poserai la question. Sinon, on peut passer à l'autre question de la salle, sinon, en attendant. Voilà, allez-y. Comme ceci, parfait. Bonjour, Robin Caillé, je suis le coordinateur du projet Prométhée sur l'arc alpin. J'ai une question parce qu'on parle beaucoup de permanence dans des structures. Pour autant, le titre de la table ronde contient les mots « au plus près des usagers ». Du coup, j'ai la question de quid des médiateurs pairs, éventuellement, et puis des maraudes. Est-ce que vous effectuez des maraudes? Et puis, j'ai une question très technique sur le GeneXpert. Est-ce qu'il existe finalement des appareils plus petits qui contiennent que 2 cassettes? Et est-ce que les cassettes ont des délais de vie restreints? Voilà. Est-ce qu'une cassette n'est valable que 6 mois? C'est un peu le problème, quand les dates de péremption sont un petit peu courtes. Enfin, je trouve. Pourtant, moi, je me bats quand même pour avoir des dates de péremption un peu plus larges, parce qu'effectivement, des fois, en fonction des sorties, on essaye d'évaluer, mais c'est pas toujours évident. Donc, jeter un kit de GeneXpert à 400 €, ça fait mal quand même. D'autant plus que l'appareil ne la prendra pas, la cartouche, puisqu'en fait, c'est programmé comme ça. Il y a un code barre et c'est fini. Donc, bon. Donc, alors effectivement, oui, il existe même monomodule, si vous voulez, ça existe tout à fait. Donc, ça va de 1 à 16, je crois. Donc, bon, 16, c'est pas pour ramener dans la voiture.
Mais voilà, donc nous, peut-être, on va essayer d'acquérir peut-être un peu plus petit, le 2 places, ce serait pas mal. Parce qu'en fait, c'est un peu lourd quand même, hein, je vous avoue. Hein. Quand on doit monter les marches de la maison d'arrêt de Tulle, c'est un peu raide, quoi. Mais voilà, oui, ça existe, tout à fait. Tout à fait. Donc, prendre le GeneXpert et le FibroScan, c'est bien, mais du coup, c'est lourd à porter. Ouais, ça commence à faire. Voilà, Bon, surtout après, quand il y a peu de positifs, au final. On est des fois avec l'infirmière, donc on est deux, mais quand même, des fois, c'est... Mais le GeneXpert, donc c'est très très bien. C'est vraiment lourd. Hein. C'est très très bien pour là où on va trouver réellement des hépatites virales positives, où on va avoir des TROD positifs. Parce que derrière, quand on va en précarité, on l'a bien vu, on fait combien de tests, Julie, tu fais pour trouver un TROD positif? Ça dépend des lieux, mais là environ par an, j'en fais 400, je pense. Donc 400, combien de positifs? Ouais, je dirais à peine une dizaine. Voilà, donc une dizaine. Et tu fais 40-50 actions, j'ai vu, je crois. À peu près, donc tu te trimballerais les trois, le FibroScan, les TROD et le GeneXpert pour trouver 10. Oui, mais comme on disait tout à l'heure, c'est toujours 10. Voilà. Non, mais tu trouveras les 10 au TROD. Mais est-ce que tu as vraiment besoin de trimballer le GeneXpert toujours derrière? En fait, c'est ça la question. Nous, on n'a pas de GeneXpert, mais peut-être. Non, mais voilà. Mais du coup, c'est juste un exemple en fait. Ah, mais c'est sûr. Quelle est l'utilité? Voilà, ça fait beaucoup de matériel. Alors que si tu vas chez les parce que tu vas en précarité, mais si tu vas chez les usagers de drogue, en XAPA par exemple, je crois que en XAPA c'est très intéressant. C'est le plus intéressant en XAPA, les GeneXpert au final. Alors attends, on utilise aussi le GeneXpert pour évaluer une réinfection. Attention. Donc ça c'est très utile. Parce qu'en fait, un TROD VHC positif, il va rester positif pendant de nombreuses années. Donc on va rencontrer cette personne, on va refaire un TROD parce qu'on va recontrôler. Si elle a eu des conduites à risque, elle peut nous le dire ou pas. À ce moment-là, moi, je refais toujours un GeneXpert. Super. Mais dans un auprès de la population, c'est quoi? C'est les usagers de drogue chez vous? Oui. Voilà. On a tout dit. Il y a un rôle fondamental qu'on doit développer, que vous devez absolument tous développer, c'est le checkpoint guérison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit pouvoir faire venir à des sessions de guérison, on doit arriver avec notre GeneXpert, voir 15 patients qui ont été traités et guéris et avoir 15 GeneXpert négatifs, quoi, avec des fibroscans cohérents. Parce qu'il y a des patients qui vont être GeneXpert négatifs, mais qui ont lâché sur l'alcool et qui vont fibroser avec l'alcool. Donc je veux dire, le check guérison, il est important qu'on s'empare de ça, c'est nos missions, enfin c'est les vôtres. Il faut faire des sessions, ça c'est une bonne idée, faire des sessions pour recontrôler effectivement la guérison. Parce qu'il y a des prises de risque aussi peut-être. Oui, donc on échange avec les structures et qui font aussi du dépistage, notamment AIDS. Oui, tout et à du fait. coup, on reprogramme sur la journée, enfin, ils nous reprogramment sur la journée pour optimiser vraiment au maximum, quoi, qu'on ne se déplace pas pour rien. Et c'est vrai que chaque fois qu'on va au CARUD, on fait des GeneXpert. C'est ça. Nous, on dépiste en général en amont le plus de personnes qu'on peut. Vous aussi. Ça nous permet d'avoir 2 séances de dépistage avec GeneXpert plus FibroScan. Et nous, en amont aussi, on aura dépisté avec notre camion mobile, notamment dans le cadre de Maraude, ou en centre de détention, quand les projets Scanvir se mettent en place, en général 2-3 jours avant. Nous y intervenons avec 2 journées spécifiques de dépistage où on a à peu près une quarantaine de détenus à dépister, qu'on vous oriente et voilà. Donc en fait, c'est en termes de réactivité. Je pense que la notion de temporalité entre nos 2 actions est importante. Ok, on essaye de reprendre la question de Maud Royan en ligne, je crois. Ça fonctionne, on me dit. Et après, on reprend Marilyn. Ça fonctionne? Pas? Non, pas. Ok, bon, on continue. Marilyn? Juste une remarque, en fait, on voit bien, il y a le dépistage global qui, bien sûr, a une rentabilité bien moindre, puisque la prévalence n'est pas très importante dans la population générale, mais qui doit être réalisé, qu'a dit Tariq tout à l'heure. Et puis, d'autre part, il y a le dépistage où la prévalence va être beaucoup plus élevée dans les structures où il y a les usagers.
Pourquoi avez-vous tant de difficultés alors que vous avez une motivation qui est énorme? Je n'ai pas compris pourquoi vous n'arriviez pas à pénétrer dans les centres de détention et dans les XAPA CARUD. Voilà, Alors, en fait, alors, ça dépend du département, puisque je suis sur 4 départements. Le département des Ardennes, c'est tout simplement parce qu'on a un CARUD, nous, au sein d'SOS Hépatite. Donc, du coup, forcément, c'est le CARUD qui gère ses propres actions et ses propres dépistages. Avec le XAPA, il n'y a pas de souci non plus. C'est le CARUD, en fait, qui gère ça. Donc, dans le département des Ardennes, c'est pour ça que je n'y vais pas. La Marne, en fait, c'est parce qu'on n'a pas de réponse positive quand on sollicite. En fait, quand on fait nos démarchages, on n'a pas de réponse positive à l'heure d'aujourd'hui dans la Marne pour pouvoir intervenir dans ces lieux-là. Après, ils sont aussi formés TROD pour la plupart, donc du coup, ils gèrent eux-mêmes leur dépistage. C'est pas parce qu'on est formé qu'on fait du dépistage. Oui, bien sûr. Voilà, mais en tout cas, nous, dans la Marne, pour le moment, on n'a pas de réponse positive. On les a démarchés plusieurs fois et ils ne sont pas intéressés ou alors ils ne nous répondent pas. Et puis dans la Haute-Marne et l'Aube, en fait, c'est tout nouveau. Hein, c'est depuis octobre. Voilà. Donc là, on vient. Il y a une convention avec le CARUD de Saint-Dizier qui vient d'être signée il y a quelques jours. Donc voilà, ça va se mettre en place. En tout cas, j'espère que ça va se mettre en place dans ces 2 départements-là. Voilà un petit peu l'état des lieux aujourd'hui. Alors, on va expérimenter par le téléphone Dr Royan. On va voir si ça fonctionne. Toute la technique. Vas-y, Maud. Est-ce que vous m'entendez? Ça marche. Bonjour à tous. Je me permettais d'intervenir pour répondre à Pascal Bélin par rapport à sa question sur le dépistage en situation de précarité chez des patients qui auraient déjà d'autres problématiques, voire d'autres urgences. Alors, ce qui est, moi j'ai fait un mémoire en fait d'éthique médicale sur ce sujet, sur le dépistage. En gros, est-il bon en toute situation? Est-ce que toute occasion de dépister est une véritable occasion? Et le dernier échange interpasse qu'il y a eu récemment à Paris a justement été à ce sujet-là. Donc c'est très intéressant la question que vous posez. Les réponses sont pas tout à fait unanimes sur le sujet. En effet, on a des populations qui sont en situation de précarité avec une urgence qui est souvent sociale. Un toit d'abord, effectivement s'occuper des enfants, avoir de la nourriture, se laver, on le sait, c'est des problématiques qui apparaissent comme prioritaires pour les individus. Alors que nous, en tant que soignants, notre priorité va être effectivement celle de dépister cette maladie, qu'on sait curable en plus, je parle notamment d'hépatite C, qu'on sait transmissible pour hépatite B, hépatite C, hépatite delta. Donc on a vraiment cette urgence à dépister. Alors du coup, c'est comment concilier les 2 urgences? C'est une vraie question éthique en fait. Et donc je pense que là, effectivement, alors on parle d'entretien motivationnel, mais c'est pas vraiment motiver le patient. Le patient, il sera toujours motivé par sa santé. Par contre, l'annonce peut être traumatique. Donc, c'est plutôt la manière d'amener l'accompagnement et le parcours de soins qui va jouer un rôle vraiment important. C'est-à-dire que si vous dites au patient, on va vous dépister aujourd'hui, et si c'est positif, qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, moi, c'est ce que me posent comme question les patients. Vous reverrez notre équipe, vous aurez une assistance sociale. Nos infirmières d'éducation thérapeutique vont vous accompagner. C'est totalement différent que de dire, je vais vous dépister, votre médecin traitant vous reverra. J'ai pas de médecin traitant. Vous voyez, donc il faut vraiment ce qu'on appelle, en fait, c'est même pas l'anamnèse pré-test, c'est en fait ce qu'on appelle le pré-entretien. C'est celui-là qui doit amener, en fait, tout ce qui va se passer en aval pour que le patient puisse adhérer à la démarche de dépistage. Et ce pré-entretien, il a un rôle crucial. C'est ce qu'a démontré, c'est ce qu'on a vu du coup dans le mémoire quand j'ai interrogé les différents patients et les différents praticiens, c'est vraiment cet entretien pré-test. Voilà. Vous voulez réagir à ça? Quelqu'un veut réagir? Non, c'est bien, tout était clair. Donc, en fait, effectivement, l'entretien pré-test est important. C'est comment on accompagne effectivement ces patients pour leur donner les moyens. Donc, l'aspect, souvent, on a des problèmes de précarité. Donc, l'aspect social. Est-ce que vous avez du coup des assistants sociaux qui travaillent avec vous? C'est une bonne question. Pour favoriser cet accès au droit, cet accès au logement, cet accès au social, pour pouvoir justement qu'ils soient en condition de pouvoir prendre les traitements, en fait. Dans certaines structures, oui, ils ont déjà localement, ils peuvent avoir effectivement des assistantes sociales sur place, ou sinon, de toute façon, ils ont toujours un contact. Donc, la personne est prise en charge par la structure, les éducateurs. On a des éducateurs, nous, qui les accompagnent partout, etc., etc. Au niveau de la migration, c'est pareil, ils sont pris en charge par la structure, et c'est la structure qui fait le relais, en fait.
Alors, je ne dis pas que c'est parfait, hein. Je ne peux pas dire ça. En plus, je ne sais pas. Mais voilà. Mais en tout cas, nous, enfin, moi, j'ai le sentiment que les personnes ne sont pas comme ça lâchées dans la nature. C'est mon sentiment. Nous, on n'a pas non plus d'assistante sociale. Enfin, il y a des assistantes sociales sur le CHU, mais elles ne sont pas rattachées à notre projet. Donc, nous, on fait des orientations avec les assistantes sociales de la PAS, quand ce sont des patients de la PAS. Après, c'est vrai qu'on a un gros réseau, donc on arrive toujours à orienter sur des associations qui ont des assistantes sociales et qui peuvent aider les patients. Et voilà, on s'assure bien sûr que les conditions soient toujours optimales. C'est-à-dire que là, on a encore dépisté 2 patients hier qui vivent à la rue, etc. et qui sont quand même motivés à prendre un traitement. Donc voilà, nous, notre travail, c'est de faire la recherche maintenant d'une structure sur laquelle ils pourraient aller chercher leur traitement tous les jours, avoir accès à un petit déjeuner, etc. La même chose, comme j'interviens en structure et établissement, il y a toujours une personne ressource à l'intérieur de l'établissement qui va nous permettre en fait de régler effectivement les soucis que les personnes peuvent rencontrer. Et vous sortez jamais en maraude finalement pour aller dehors chercher ou avec des structures qui maraudent, des fois aide aussi maraude dans les quartiers. Non, c'est plus du structure en fait. Moi, je suis vraiment que structure établissement. Okay. Ouais. Nous, on a une assistante sociale à l'équipe mobile des maladies du foie à Strasbourg, donc effectivement qui travaille en lien et qui, quand on a besoin, effectivement, alors quand il y a les structures, effectivement, elle s'appuie, mais elle vient avec toute l'expertise en hépatologie sur l'accès au droit à l'accès aux soins, et ça facilite l'accès pour ces populations. On les laisse en ville, il n'y a pas de problème, mais effectivement, elle peut, quand on doit les reprendre en consultation chez nous, elle les a déjà vus et on gagne vachement de temps par rapport à tout ça. Et je crois qu'à Perpignan, ils font la même chose. Ils ont une assistante sociale également qui va marauder, qui va quand même dans les structures. Donc ça pourrait être intéressant aussi d'en discuter, cet accès. Et ça, c'est peut-être un bel élément de partage, de voir comment font les autres centres, pour voir est-ce que ça a vraiment un impact. Parce qu'on sait que le social est déjà le gros problème. S'ils n'ont pas de droits, de manière, ils n'auront pas l'accès. Donc on peut faire ce qu'on veut, mais finalement, les droits, généralement, ils les ont en 3-4 mois max. Donc comment on accélère le truc pour être sûr que dans les 3 mois, au moment où on les voit, ils l'ont. Et pas que ça dure plus longtemps parce qu'ils n'ont pas accès à l'assistance sociale, qui fait que ça recule tout au final. Une dernière question dans la salle ou... Il y a en Carude, encore. Carude de Limoges, allez. Frédéric, je vous le donne. Frédéric. En tout cas, sur l'association Aide à Limoges et le Carude, la chance qu'on a, c'est qu'on a le Scanvir, mais on a aussi la PAS du CHU qui intervient une fois par mois. Et en fait, ce tissage du réseau de santé et de social, on intervient avec l'équipe de rue aussi de Limoges, de la médiation de Limoges, une fois par mois avec eux. Le fait d'être aussi, de bien connaître le réseau local des partenaires permet d'avoir une prise en charge en fait multidisciplinaire et partenariale de la personne. On a des très grands précaires, notamment sur Limoges, avec des personnes à la fois consommatrices de produits, travailleuses du sexe, qui ont du mal à la mise en traitement, etc. Mais on va vers eux et voilà, d'avoir plusieurs professionnels ensemble, à la fois au sein de la structure et pour aller vers. Voilà, je pense que c'est aussi une des réponses de pouvoir avoir un réseau efficace. Je voudrais juste rebondir sur ce que disait Pascal ce matin. Il a dit, moi, le fibroscan, c'est pas pour moi. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine précarité de soins chez les soignants, avec éventuellement une prévalence élevée? Pascal, j'ai assisté à deux thèses là-dessus et a priori, il y a beaucoup de... Oui, non, mais comme tout progrès, il vaut que s'il est partagé par tous. Et aujourd'hui, le fibroscan, on doit le démocratiser chez les soignants. Et voilà, moi je vais me lâcher. J'ai un fibroscan depuis 2004 dans le service. Dans les lits, je partage midi avec les diabétologues. Et il m'a fallu 20 ans. En 2024, j'ai eu pour la première fois un diabétologue qui m'a demandé de faire un fibroscan. 20 ans. Il a fallu 20 ans pour qu'ils comprennent l'intérêt du fibroscan en diabéto. Je les ai bassinés, je leur ai montré toutes les publis. Et voilà. Donc oui, il y a une précarité chez les soignants. Et voilà, je pense qu'à un moment, les malades vont s'y mettre plus vite que certains soignants. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Surtout quand il faut mettre des tongs. Voilà, donc ce sera le mot de la fin. Je vous remercie, mesdames, pour vos présentations. Merci à la salle. C'était très intéressant.
On a bien vu donc effectivement qu'il y avait différentes possibilités d'action, différents acteurs possibles, qu'il y a encore énormément de travail et effectivement, c'est pas dans 33 jours qu'on aura atteint l'objectif. Je pourrais reprendre les mots de Pascal de l'ouverture de ce matin. Donc on va pouvoir encore travailler ensemble pour voir comment avancer et aller chercher dans les bottes de foin, quoi.